Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 4 octobre et à la une de ce journal, la délinquance juvénile ne cesse de faire la une de l'actualité locale. Peu de structures existent sur le territoire pour prendre en charge ceux qui ont quitté le droit chemin. Faroukou Hiram a été de cela, ancien délinquant notoire. À 20 ans, il est aujourd'hui repenti et a décidé de poser sur le papier sa descente aux enfers. Un exutoire, mais également une manière de sensibiliser d'autres jeunes pour qu'ils ne suivent jamais son exemple. Au montage, Leslie Vumenet. Faroukou Hiram n'est encore qu'un enfant quand il plonge dans la spirale infernale de la délinquance. Né à Mayotte, il grandit dans la rue en raison notamment du renvoi de sa mère à Anjouan. Il est lui-même renvoyé aux Comores à plusieurs reprises, mais revient toujours dans le pays qu'il a vu naître. Seul, il se cache pour ne plus être emmené au CRA, fouille dans les poubelles pour survivre, récupère les cahiers de ses camarades de classe datant de l'année passée pour apprendre. Arrivé au collège, il finit par céder aux sirènes de la délinquance. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à faire la délinquance sur la route. Ouais. On faisait des balades, on faisait racketter des gens depuis les gens qui allaient à l'école. C'était la galère parce que j'arrivais pas à rester chez moi, à regarder la télé. Je me disais, vaut mieux que j'aille rejoindre les copains. Et si je suis avec les copains, puisqu'on était beaucoup, on se donnait pas de bons conseils, on se disait juste, il vaut mieux qu'on aille aller voler des trucs pour les vendre ou rentrer dans les magasins pour voler des bouteilles d'alcool. Faire des bagarres, tout ça, c'est ce qu'on aimait. À un moment donné, j'ai trouvé que tout ce qu'on faisait, ça nous apportait rien à part le malheur. Le malheur, Faroukou Hiram sait qu'il l'a semé durant près de 5 ans. À l'âge de 17 ans, il commet l'irréparable et se retrouve condamné à 18 mois de prison. Un électrochoc qui va lui permettre de revenir progressivement sur le droit chemin. En fait, c'est depuis que je suis sorti de prison, j'avais commis un crime et je suis pas fier et je ne vais pas en parler. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, pour ça, je vais pas en parler parce que... C'est écrit dans votre livre? J'ai juste écrit que j'ai commis un crime mais j'ai pas écrit vraiment ce que j'ai fait. Oui, oui. Parce que j'arrive pas vraiment à parler. Si je parle de cette histoire-là, je verrai mieux des souffrances des autres gens. Donc, Les gens que vous avez blessés. Ouais. Malgré toutes les difficultés, Faroukou a obtenu un CAP commerce. Aujourd'hui âgé de 20 ans, il a décidé d'écrire l'histoire de sa vie passée. Repenti, il souhaite maintenant se racheter et prouver que lui aussi peut réussir. Tous les jours, je me demande si je pouvais vraiment revenir en arrière. Je le ferais pour tout corriger car je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, de tous les mal que j'ai fait sur la route. J'aimerais m'excuser auprès de tous les gens que j'ai dû causer du peine et de tous les et aussi de ma famille parce que aussi je les ai blessés plusieurs fois. En faisant la délinquance de ma mère, tout ça, moi je m'excuse d'eux, auprès d'eux, tout le monde. En ce moment-là, moi, j'étais petit et puis je me sentais seul parce que j'avais pas un endroit où aller dormir. Je me trouvais dans la rue et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la délinquance comme les autres? Son histoire rappelle ô combien le contexte local et les manques en matière de structures d'accueil et d'accompagnement sont source de déstabilisation de la société mahoraise. Car si Faroukou est assurément promis un avenir meilleur, son enfance gâchée et les violences qu'il a commises resteront comme une plaie ouverte qu'il sera sans doute impossible à refermer. Et en cette semaine de l'égalité professionnelle, ce matin, la mairie de Mamoudzou a organisé une réunion avec pour thème la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Plusieurs acteurs du territoire ont pu intervenir pour faire part de leur vécu, l'occasion d'échanger et de faire évoluer les mentalités sur des sujets parfois tabous dans certains milieux. Paul Arthur Avit était sur place, reportage. Le partage des tâches ménagères, l'éducation des jeunes enfants, les mesures mises en place dans les grandes entreprises, voilà plusieurs points qui ont pu être abordés durant cette matinée. Une matinée très axée sur le partage du temps de vie, sujet compliqué dans une société patriarcale.
Cette réunion, elle intervient en fait dans le cadre de la semaine de l'égalité professionnelle, où chaque année on organise des temps d'échange avec des thématiques différentes. Et donc cette année, nous avons choisi la thématique de la conciliation des temps de vie, qui est une thématique qui intéresse toutes les femmes en emploi aujourd'hui. Une thématique intéressant les femmes, mais aussi les hommes qui, même en sous-nombre durant cette matinée, étaient présents. L'occasion pour plusieurs personnes d'expliquer ce qu'ils font et mettent en place au quotidien pour aider les femmes à être sur un pied d'égalité par rapport aux hommes. On a eu d'abord une DRH, donc on a une entreprise, une grande entreprise qui est venue présenter un petit peu ce qu'elle met en place au sein de sa structure pour justement aider les salariés à concilier vie familiale et vie professionnelle. Et enfin, on a convié une psychologue, une sociologue qui nous est venue un petit peu échanger cette thématique et nous donner en fait leur vision, poser le constat pour entamer des échanges et des débats avec le public. Des débats qui aident à faire changer les mentalités grâce à ce type de réunion. Je pense qu'il y a des temps forts de sensibilisation du grand public et je pense qu'il y a des temps également comme celui-ci où on échange, où ensemble on arrive à faire les constats mais aussi à trouver des solutions ou en tout cas à proposer des choses pour faire changer les mentalités. Je pense que là EDM a fait des propositions, je pense que tout le monde a pris des notes et peut-être que maintenant dans les entreprises certaines pourront dire voilà ce qui se fait ailleurs, pourquoi ne pas décliner ou comment nous on peut le décliner au sein de notre entreprise. Une façon de faire réfléchir les différentes personnes présentes lors de cette réunion. Espérons que cet événement permettra d'aider et faire évoluer la condition des femmes dans certaines entreprises. Ce dimanche 6 octobre, la Journée nationale des aidants fête ses 10 ans. Par ailleurs, du 7 au 13 octobre prochain, la Semaine nationale des retraités et personnes âgées donnera lieu à plusieurs actions au niveau national. À cette occasion, le guide de la dépendance 2019 sera publié par le trimestriel intitulé « Conseil des notaires ». À Mayotte, nombreuses sont les personnes âgées à avoir besoin d'un accompagnement. Les aidants ont donc un rôle important à jouer, qu'il s'agisse de prestataires ou de proches. Écoutons plutôt Doam Rati du réseau Santé Mayotte lors de la matinale de Coésie. Une personne de confiance, si on a un peu du temps, j'essaie de placer les choses dans la prise en charge des personnes qui sont nécessiteuses, que ce soit dans la prise en charge au niveau du département ou de la caisse. Il y a un moyen par le biais des commissions, des processus de dossiers, de passer par des prestataires et avoir des aides à domicile. Il y a aussi un moyen que c'est le choix de la famille de prendre une personne de confiance, vu nos mœurs à Mayotte, l'histoire d'intimité, c'est le choix le plus adopté par les Mahorais, que cette personne soit prise en charge par quelqu'un de confiance dans la famille. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'enquête du défenseur des droits sur les discriminations en Outre-mer, ou encore le décès d'un jeune collégien dans des circonstances qui restent floues. Au montage, Leslie Vumenet. Mercredi soir, un enfant de 12 ans scolarisé au collège Frédéric Dachery de Koungou est accompagné par son père au dispensaire de Dzoumoni alors qu'il vomit et crache du sang. Les médecins n'auront pas le temps de le prendre en charge à temps. La famille s'est néanmoins opposée à l'autopsie et à l'obstacle médico-légal. Le corps a donc été rendu aux proches afin de l'inhumer. Depuis, certains évoquent une intoxication alimentaire car plusieurs enfants se seraient plaints de maux de ventre au collège de Koungou. Selon les services de l'État, aucun parent n'a cependant amené son fils pour consultation auprès d'un médecin et aucun rapport des médecins ne fait écho d'intoxication. Le procureur s'est saisi de l'affaire pour tenter de comprendre les circonstances du décès. La FCPE Mayotte, de son côté, n'a pas tardé à réagir, demandant qu'il y ait l'arrêt immédiat de toute distribution des collations scolaires dans tout le territoire du département, de la maternelle au lycée, et cela jusqu'à nouvel ordre, qu'une enquête soit ouverte sans délai par le parquet pour déterminer les causes de troubles sanitaires dont furent victimes les élèves de cet établissement. La société d'ingénierie d'affaires CIOA a annoncé il y a 2 jours avoir bouclé le financement de la première tranche d'un programme de 60 logements locatifs à Pamandzi. Baptisé Marahaba, ce programme est le premier du genre à Mayotte. Les 60 logements seront répartis en 3 bâtiments. La première tranche de 20 unités d'un budget de 3,6 millions d'euros a été financée par la Banque française commerciale et bénéficie d'un agrément de la Direction des finances publiques pour un crédit d'impôt de 1,2 million d'euros. Avec son dispositif Bâtimoro, CIOA supprime la charge foncière en construisant des logements exploités pendant 30 ans pour ensuite être rétrocédés en pleine propriété au propriétaire foncier qui percevra un loyer pendant ce terme. CIOA construit par ailleurs avec une technologie appelée Bâtifab Labs qui permet la fabrication d'une maison en 1 journée puis le montage en 6 semaines.
Le programme sera mis en chantier au courant du 4e trimestre de cette année pour être livré mi-2020. En novembre 2018, en marge d'une opération aux Antilles intitulée Place au droit, le défenseur des droits avait lancé un appel à témoignages des résidentes et résidents d'outre-mer. Depuis 1500 personnes ont été interrogées et 975 témoignages ont été recueillis dans le cadre d'une enquête téléphonique destinée à mieux connaître les difficultés d'accès aux services publics ainsi que les discriminations dont sont victimes les ultramarins. Parmi elles, la lutte contre le chômage constitue le premier enjeu à relever dans les départements d'outre-mer pour les personnes interrogées. L'accès aux soins et à la santé et la protection de l'environnement constituent les deux autres principales priorités des ultramarins, citées par plus de 4 habitants sur 10. L'éducation arrive en 4e position, citée par environ 38% des répondants. L'enquête explique que les inégalités territoriales présentent souvent un caractère cumulatif. Certains territoires comme Mayotte connaissant à la fois de graves difficultés économiques, des situations sociales préoccupantes, des problèmes d'accès aux services publics, ainsi qu'un environnement parfois dégradé. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anissa Bourane, coordinatrice des JAD, les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants, au sein des CMEA, qui sont les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. À ses côtés, Cassandra Champhy, la directrice du village d'Eva. Mesdames, bonsoir. 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 Ravi de vous accueillir. Alors, nous allons parler de la Convention internationale des droits de l'enfant qui fête ses 30 ans. Avant cela, Cassandra, je me tourne vers vous. On a vu le premier sujet, ce reportage, ce témoignage d'un jeune. Vous en avez des jeunes comme ça, au village d'Eva. Et souvent, la réponse, c'est l'éducation avant tout. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, nous suivons énormément de jeunes qui sont âgés, en tout cas, en général, entre 6 et 16 ans. Et l'idée, en tout cas, de pouvoir les aider et les accompagner, ça passe par l'éducation. Tout à fait. C'est avant tout ça parce que c'est aussi un droit, on va y venir sur les droits de l'enfant, mais l'éducation, c'est l'un des premiers droits des enfants, justement pour s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. Le village d'Eva ne propose pas aujourd'hui des hébergements, vous n'en avez pas les moyens, vous proposez avant tout de leur offrir un avenir meilleur. C'est surtout ça votre mission aujourd'hui? Tout à fait, c'est une de nos missions. L'idée, c'est vraiment, par le levier de l'éducation, d'essayer de leur apporter en tout cas les outils nécessaires pour leur permettre en tout cas une insertion dans la société. Donc, alors, il y a des actions qui vont être menées dans le cadre de ces 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elles ont débuté, elles se termineront le 23 novembre, donc ça va durer plus d'un mois. Je me tourne vers vous, Anissa Bourane. Qu'est-ce que sont les JAD? J'en ai parlé, ce sont les jeunes nos ambassadeurs des droits auprès des enfants. Il y a eu un recrutement. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça va consister à Mayotte? Alors, les JAD, comme vous l'avez dit, c'est les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants. Donc, c'est des jeunes volontaires en service civique de 18 à 26 ans. Donc, ils sont recrutés et formés par un technicien du défenseur des droits pour aller sensibiliser les jeunes dans tout Mayotte sur la question des 12 droits fondamentaux de l'enfant. Alors, comment ça va fonctionner, cette sensibilisation? Dans les écoles, plutôt dans les villages, dans les quartiers? À quoi vont ressembler exactement leurs missions? Alors, c'est principalement dans les établissements. Donc, les établissements, ils font appel aux JAD pour aller parler de la question des droits. Et ils utilisent des supports ludiques tels que des albums jeunesse, une expo qui s'appelle Tous mes droits de l'enfant, des scénettes, plein d'activités pour justement aborder la question des droits des enfants tout en faisant des choses ludiques pour qu'ils apprennent facilement. Cette convention, ça fait 30 ans qu'elle est en vigueur. C'est difficile de l'appliquer dans beaucoup de territoires, mais à Mayotte, c'est compliqué. J'imagine que vous, c'est quelque chose que vous constatez, notamment avec les CMEA, qui sont des centres d'entraînement à des méthodes éducatives un peu différentes, qui collent aussi un peu plus parfois aux réalités des territoires. Bien sûr, c'est difficile de l'appliquer et c'est pas que à Mayotte. D'ailleurs, il y a plein de pays qui ont signé, mais ça reste encore une utopie, si je puis dire. On sait que les droits, ils sont là, mais ils ne sont pas respectés la plupart. Mais justement, la mission des JAD, c'est d'aller informer et dire que ces droits existent. Parce que tant que les personnes ne savent pas qu'ils existent, ils ne peuvent pas se dire celui-là, il n'a pas été respecté et comment je fais pour demander de l'aide si c'est le cas. C'est une première étape, et puis effectivement, cette sensibilisation, mais après, il faudra aussi une seconde étape qui est celle des structures. Car aujourd'hui, pour faire appliquer ces droits, il faut aussi des structures. Et là, il y a un manque criant à Mayotte en la matière. Oui, on est bien d'accord qu'il y a un manque criant, mais par contre, la mission des JAD, ils ne peuvent pas, eux, donner des solutions. Ils peuvent juste aller informer
Et après, ils peuvent recueillir des informations préoccupantes qui sont remontées jusqu'à la défenseur des enfants qui, elle, instruit par la suite. Et qui peut éventuellement amener à saisir l'État pour éventuellement demander de nouvelles structures. Ça, c'est possible? C'est aussi comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est possible. Il peut faire, si je peux dire, pression à l'État pour que les choses soient bien faites. Sinon, on a aussi les délégués du défenseur des droits à Mayotte qui peuvent aller auprès des mairies pour tout ce qui est question de scolarisation par rapport à Mayotte d'ailleurs, jusqu'hier. Voilà, justement. Par rapport à plein de documents qui sont demandés aux parents pour l'inscription alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc, elle peut agir sur ce point-là. Cassandra, je me tourne à nouveau vers vous. Parlons donc des actions. Il va y en avoir plusieurs qui vont être organisées à Mayotte dans le cadre de ces 30 ans. Ça va avoir lieu jusqu'au 23 novembre. Parlez-nous justement du rôle qu'aura Village d'Eva dans l'organisation de ces actions. Alors on copilote ces actions, mais on n'est pas les seuls. Cette initiative, elle est à l'origine portée par l'association Akiza Wanatsa, qui veut dire en shimaoré les droits des enfants. Et elle est portée également par d'autres associations, en tout cas les CMA, Apprentis d'Auteuil Mayotte et le Village d'Eva. Et puis d'autres nous ont rejoints, d'autres associations nous ont rejoints, mais pas que des associations, des bénévoles, des professionnels, des éducateurs et puis même des institutions. L'idée, c'était vraiment de nous rassembler ensemble pour pouvoir en tout cas promouvoir cette question de la Convention des droits des enfants. Et depuis hier, puisqu'on a lancé le top départ hier de cette manifestation. À la bibliothèque de Cavani notamment. Exactement, à la bibliothèque de Cavani. Donc pendant 2 mois justement, on va aller sillonner tout Mayotte justement pour essayer de parler un petit peu des droits des enfants aux enfants, mais pas que. Et toutes les partenaires vont en tout cas proposer des actions tout au long de ces 2 mois. Et il y a 2 dates à retenir, si je peux me permettre. La première, c'est le 20 novembre, donc c'est la date clé puisque c'est le jour J, donc les 30 ans de l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et donc du coup, à cette occasion-là, il y aura une grande action qui sera faite. Le conseil départemental notamment organisera notamment une journée dans ce sens. Et puis le 23 novembre, juste 3 jours, le samedi, l'idée c'est que tout le monde puisse se retrouver, puisque c'est vraiment l'idée de base, c'est se rassembler, donc tous ensemble pour qu'on puisse parler un petit peu de ces droits de l'enfant. Vous avez l'impression que ça avance sur la question? On le voit, vous l'avez expliqué, il y a de plus en plus d'acteurs qui veulent se mobiliser pour ça. Vous avez l'impression que ça avance, que ça y est, on se dit les enfants, ce sont l'avenir de l'île, quel qu'il soit, et il faut absolument qu'on prenne en main leur avenir pour ne pas qu'ils se retrouvent comme Faroukou dans la rue, laissés à eux-mêmes, et qu'ils virent dans cette délinquance qui finalement se répercute sur l'ensemble de la société mahoraise. Je pense qu'il y a une conscience qui a été prise, timide, mais on y avance petit à petit. Mais vraiment, je pense qu'on y arrivera si on s'y met tous ensemble vraiment pour pouvoir en tout cas porter ces questions pour demain, l'avenir en tout cas des enfants, puisque ça sera plus nous qui serons là, ça sera eux. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment de travailler pour leur laisser un avenir meilleur. Quel rapport aussi vous avez avec les pouvoirs publics? Parce que forcément, eux aussi ont un rôle primordial à jouer dans tout ça. Quel rapport a le Village d'Eva aujourd'hui avec les différents partenaires, qui sont les institutions, les collectivités locales, l'État, le conseil départemental? Que ce soit le Village d'Eva ou les autres partenaires, en tout cas les autres associations ou les autres structures, l'idée c'est de pouvoir remonter un petit peu ces informations-là auprès des institutions pour essayer de faire bouger les lignes, faire prendre conscience des choses et pour faire avancer cette question majeure de l'enfance, de la jeunesse, la protection de l'enfance. Anissa Bourane, je me tourne à nouveau vers vous. Cette convention internationale, 30 ans, est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement qu'à Mayotte, on l'a dit, il y a du retard, mais ça a été pendant longtemps quelque chose, on voulait un peu fermer les yeux, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, parce qu'il y avait un manque de moyens, que c'est beaucoup de choses, mais on ne voulait pas en fermer les yeux. Et il y a un exemple qu'on prend souvent, c'est par rapport aussi à un contexte particulier, on disait, beaucoup de ces enfants, on ne s'en occupe pas parce que ce ne sont pas nos enfants. Ça, est-ce que vous avez l'impression à nouveau que ça évolue, et que justement le travail qui est mené aussi, qui va être mené par les JAD, par les CMA, ça favorise cette évolution? Oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, peut-être la convention, elle existe, ça fait 30 ans, mais il y a une majorité de personnes qui ne sont pas au courant que cette convention existe. Parce que quand je parle déjà, il y a eu une sensibilisation dans des établissements, d'abord avec les enseignants, et nombreux des enseignants ne savaient pas que les enfants avaient 12 droits fondamentaux. Donc,
Est-ce qu'on avance? Oui, bien sûr, comme elle a dit Cassandra, tout doucement, mais sûrement. Parce que cette année, pour les Jade, c'est la 7e promotion. Moi, j'ai fait partie de la 2e. Et Vous avez été vous-même, Jade? Oui, j'ai été moi-même Jade pour la 2e promotion. Et à mon époque, c'était même compliqué de pouvoir taper à la porte d'un établissement et dire nous voulons parler droits des enfants. Maintenant, c'est plus les établissements qui eux-mêmes font contact, appellent les Jade pour aller intervenir. Donc, je pense que on est en train d'y arriver tout doucement. Et si tout le monde s'y met, peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura réussi à faire quelque chose. Encore un mot justement sur ces Jade. Comment on devient Jade pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées? Alors, pour devenir Jade, on ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit d'être motivé surtout. Parce que le travail de Jade, déjà c'est un volontariat, c'est pas un travail. Donc, il faut être motivé parce qu'ils sont souvent dans des événements grand public. Il faut prendre la parole devant plein de gens. On leur confie des enfants à qui ils doivent faire comprendre des choses. Et tout le monde sait que parler de la question des droits des enfants, c'est pas une chose facile à faire. Donc, voilà, il faut être motivé. Il faut avoir entre 18 et 26 ans. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune condition de diplôme. Parce qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils sont formés pendant 1 semaine par un technicien du défenseur de droit et par la suite, ils peuvent commencer leur mission. Merci beaucoup Anissa, Cassandra d'avoir accepté cette invitation. Bien sûr, on suivra de près ces festivités qui n'en sont pas vraiment parce que il faut faire avancer une cause importante. On reviendra bien sûr le 20 novembre, le 23. On essaiera de vous suivre aussi sur le terrain avec les Jade, pour voir comment ça évolue et aussi la réception par rapport à cette problématique des droits de l'enfant à Mayotte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Football, pour clore ce journal, Bandrabois était les 28 et 29 septembre dernier le théâtre d'un grand événement, les journées de la rentrée du foot. Filles, garçons, licenciés et non licenciés s'y sont rendus nombreux. Un succès accompagné d'une bonne surprise, un taux de 33% de participantes. À Mayotte, la féminisation de ce sport est doublement plus importante qu'en métropole. Alors comment la Ligue mahoraise accompagne-t-elle ce phénomène? Quels sont les projets à venir pour encourager la pratique féminine? Un sujet signé Marion Telly. La rentrée du foot, c'est depuis plus de 15 ans un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond. Cette opération nationale s'est cette année tenue pour la première fois en Outre-mer, un privilège pour l'île aux Lagons sélectionné comme site prestige. Le week-end du 28 et 29 septembre, Bandrabois a ainsi vu déferler 666 petits joueurs U7 et U9, tous issus de clubs de l'océan Indien. Un temps fort au service de l'enjeu principal de la Ligue mahoraise de football. La priorité sur notre plan pluriannuel de développement est le développement du football des tout-petits. C'est-à-dire la création d'écoles de foot, création, développement en quantité, développement en qualité des écoles de football, c'est-à-dire des catégories U7, U9, U11 et U13. Donc le football des jeunes est mis en avant, il est vraiment primordial pour nous de le développer, car actuellement on est très en retard sur le sujet, avec trop peu d'écoles de football qui fonctionnent réellement. Donc l'accent sera mis sur les 3 prochaines années sur cette question-là. Pour cela, des leviers sont d'ores et déjà de rigueur avec la formation des éducateurs, l'accompagnement des clubs, les dons de matériel pour les tout-petits ou encore la mise en place du label jeune, un dispositif de renforcement tant technique qu'administratif pour les clubs. Ce développement passe aussi par une tendance à la hausse sur l'ensemble du territoire, la féminisation du football, un phénomène d'autant plus flagrant ici à Mayotte. La pratique féminine, c'est un objectif fort de la Fédération française de foot et donc forcément de la Ligue mahoraise de football. Souligner le fait que la Ligue mahoraise de football a bien avancé déjà sur ce dossier-là, puisque on a un taux de pourcentage qui est de l'ordre de 10, donc avec une moyenne qui est bien supérieure à celle que l'on peut rencontrer sur la scène nationale. Donc ça veut dire qu'ici il y a un vrai engouement autour de la pratique féminine. Donc ça c'est déjà quelque chose d'important. Avec des championnats adultes, U16 et même nouvellement créés les U13.
10% de licenciés sur l'ensemble des 42 écoles de Lille, c'est 2 fois plus qu'en métropole. Elle représentait également plus de 30% des joueurs lors de la rentrée du foot de Bandraboua. Un constat qui s'éclaircit, mais dont la Ligue mahoraise de football ne compte pas se contenter. Elle compte bien renforcer ses efforts pour accompagner cette tendance avec divers projets, notamment la création d'écoles féminines et la promotion du sport auprès des plus petites. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Coésie.